On avait conclu le cours sur les propriétés d'émission de la lumière par des atomes d'hydrogène. Alors, ils n'émettent pas de la lumière comme ça spontanément, il faut les avoir excités au préalable. Et donc, je vous avais montré deux contextes différents pour lesquels on pouvait observer une excitation, enfin une désexcitation plutôt, une émission de lumière par des atomes d'hydrogène. Le premier contexte, c'est tout simplement une lampe, un tube à hydrogène qui est similaire à un tube à néon, tube à hydrogène où l'excitation, s'il vous plaît, où l'excitation est réalisée grâce à un courant électrique. Et puis cet autre contexte-là, qui est beaucoup plus lointain, qui est une nébuleuse d'hydrogène ici, un nuage d'hydrogène dans le milieu interstellaire. Et là, l'excitation des atomes d'hydrogène est réalisée par les étoiles environnantes, par la lumière fournie par les étoiles environnantes. Ça excite les atomes d'hydrogène. Et ensuite, ils se désexcitent et ils émettent une lumière qui est toujours du type rouge-orangé. Enfin, même si là, sur cette photo, ça a l'air un peu plus rose que rouge-orangé. Petite remarque en passant, on parle d'abondance naturelle en chimie. L'abondance naturelle dont on parle en chimie, c'est une abondance naturelle sur la Terre, donc au niveau à la fois de la Terre, de l'écorce terrestre et de l'atmosphère. Dans le milieu interstellaire, l'abondance est assez différente. Donc l'hydrogène en particulier est extrêmement abondant dans le milieu interstellaire, parce que c'est un des combustibles des étoiles, alors que dans l'écorce terrestre, ça ne représente que 0,22% des éléments, et c'est 92% des atomes présents dans le milieu interstellaire. Donc quand en chimie on vous parle d'abondance naturelle, c'est toujours l'abondance naturelle sur notre planète. Alors on va ouvrir une parenthèse que je vais refermer quand même assez vite, parce que je considère que tout ce qui concerne la lumière, c'est à la fois un prérequis, parce que finalement, la lumière, vous y avez pas mal travaillé au lycée, c'est aussi un fil conducteur de vos études de physico-chimie au lycée, depuis la seconde. Donc pour moi, c'est vraiment un prérequis. Vous pouvez le réviser seul, et de surcroît, vous avez un module qui s'appelle Lumière et couleurs, dans lequel vous voyez un petit peu toute l'influence de la lumière, ou toute la manifestation de la lumière, ou comment on fait pour utiliser la lumière dans différents contextes. La lumière et les couleurs. Donc ça, je vais aller relativement vite. Je vais juste vous rappeler que la lumière visible, c'est une superposition de couleurs, que la lumière, c'est un spectre continu de couleurs, voire un arc-en-ciel. Quand vous avez un arc-en-ciel, ça permet les gouttelettes d'eau présentes dans l'atmosphère donc dispersent la lumière blanche et permettent de prendre conscience que la lumière blanche est une superposition continue de couleurs. On peut faire la même chose avec un prisme. Voilà, donc ce genre de choses, vous pouvez aller voir le Wikipédia. Alors, j'ai vu la page Wikipédia en anglais est particulièrement bien faite sur le sujet pour vous aider à faire vos propres révisions. Radiation électromagnétique, donc la lumière c'est une radiation électromagnétique, ça fait partie de la famille des radiations électromagnétiques, c'est-à-dire qu'elle a un caractère ondulatoire. Elle a un caractère ondulatoire, elle est composée de photons qui ont aussi une nature de particules. Je vous ai parlé la dernière fois de la dualité onde-particules. Mais la lumière a un caractère ondulatoire, et pourquoi est-ce qu'on appelle ça une radiation électromagnétique? Parce qu'en fait, c'est résumé dans ce schéma, dans ce graphique ici, un rayon lumineux, alors qu'on appelle monochromatique, c'est-à-dire qui est défini par sa longueur d'onde lambda, est caractérisé, il a deux composantes plutôt. C'est en fait une combinaison d'une composante électrique et qui est représentée ici, la composante électrique en bleu. Donc on voit bien le caractère sinusoïdal ondulatoire, et une composante magnétique qui est orthogonale à la composante électrique. Et ce qu'on appelle la longueur d'onde, puisqu'ici vous avez un caractère sinusoïdal, donc vous avez une périodicité du signal, ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la distance, ça traduit cette périodicité ici entre deux pics similaires. Voilà, c'est une autre façon de voir la lumière. Donc la lumière se propage. Elle se propage selon une onde sinusoïdale, enfin plutôt deux ondes sinusoïdales
une onde électrique et orthogonale à l'onde électrique, une onde magnétique. Donc vous pouvez aller revoir ça avec ces diapos, avec le cours lumière et couleur, et avec Wikipédia si vous le souhaitez. Cette page-là Wikipédia est plutôt bien faite. Alors là, il y a quand même, certes, un prérequis à réviser seul, mais tout de même, il y a quelque chose que je veux que vous reteniez, donc je vais le souligner ici. C'est que je vous ai parlé de longueur d'onde. Je vous ai dit que cette onde, elle est caractérisée par une longueur d'onde. Donc ici, j'ai dessiné deux ondes. Une onde, la première onde ici, où vous avez la longueur d'onde lambda 1, qui, de façon évidente, est plus courte que la longueur d'onde lambda 2. Donc là, vous avez un signal avec une longueur d'onde courte, une longueur d'onde longue, et parfois, on travaille en fréquence. Plutôt que de parler, on caractérise donc une onde par sa fréquence plutôt que par sa longueur d'onde. C'est tout à fait équivalent. La fréquence est notée par cette lettre grecque, que moi j'ai toujours du mal à dessiner, qui est la lettre grecque nu. Et nu, c'est proportionnel à l'inverse de la longueur d'onde, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Donc vous devez savoir cette relation. D'ailleurs, je m'en resservirai dans quelques transparents. La fréquence, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. La vitesse de la lumière, alors, vous devez savoir probablement déjà, avoir un point de repère, que c'est de l'ordre de 3,10 puissance 8 mètres par seconde, plus précisément, avec tout un tas de chiffres significatifs. C'est un petit peu moins de 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Et évidemment, vous n'avez pas à connaître cette valeur, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelques points de repère en tête. Donc si vous rappelez 3,10 puissance 8 quand même, je pense que ça peut être intéressant, quand on fait des études scientifiques, d'avoir cette valeur-là en tête. De toute façon, à force de manipuler, faire des applications numériques et de manipuler les constantes fondamentales, on finit par les retenir. Donc ça fait partie des constantes fondamentales importantes. Donc la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Toujours dans vos prérequis à réviser seul, mais quand même, je fais un petit résumé. La lumière visible est une onde électromagnétique, est une radiation électromagnétique, mais ça n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle un spectre électromagnétique et des ondes électromagnétiques, des radiations électromagnétiques. Il y en a dans plusieurs domaines de longueur d'onde. Donc le visible s'étend à peu près, alors si vous devez retenir, c'est grosso modo 400-800 à la louche, 380, 780. Bon. Donc le visible s'étend à peu près dans cette gamme de longueur d'onde ici. Et puis en dessous, pour les faibles longueurs d'onde, c'est-à-dire les fortes fréquences, puisque la fréquence est inversement proportionnelle. Ici, je vous rappelle, on a nu qui est égal à C sur lambda. Donc c'est normal que quand la longueur d'onde augmente, la fréquence, elle, diminue. Donc pour les fortes fréquences, c'est-à-dire les faibles longueurs d'onde, on a le domaine de l'ultraviolet. Donc l'ultraviolet il y a 3 sous-domaines, UVA, UVB, UVC. Et vous savez que c'est en particulier l'UV, les rayonnements UV auxquels notre peau est particulièrement sensible. De l'autre côté du spectre du visible, vous avez l'infrarouge, au-delà des 800 nanomètres. Et encore au-delà, vous avez les ondes courtes et les ondes radio. Et dans ces ondes courtes, ici, vous avez en particulier les micro-ondes. Les mêmes micro-ondes que celles qui sont diffusées à l'intérieur d'un four micro-ondes dans nos cuisines. Voilà, donc quelque part par là, vous avez les micro-ondes. Donc ce sont des très fortes fréquences. Oui, j'ai oublié de dire un truc, pardon. Excusez-moi, je reviens en arrière. C'est l'unité de la fréquence dans le système international. C'est vrai. L'unité de nu dans le système international, ce sont des hertz. Et les hertz, ce n'est rien d'autre que l'inverse des secondes. Ce sont des secondes moins 1. Voilà. Donc le hertz, c'est le seconde moins 1. Donc je reprends mon petit tableau. Donc pour des très fortes des fréquences très élevées, de l'ordre de 10 puissance 11 de Hertz, puisque là, ces fréquences ici, pardon, elles ont été divisées par 10 puissance 14.
Donc toutes ces fréquences-là ont été divisées par 10 puissance 14. Donc ici, vous devez lire 10, par exemple, fois 10 puissance 14. Donc pour 3 10 puissance 11 Hz et moins, donc c'est bien plus faible, vous avez toutes les ondes courtes. Et par contre, pour des fréquences faibles, 10 puissance 3 et un petit peu au-delà, vous avez donc les rayons 10 puissance 3 fois 10 puissance 14. Et au-delà, vous avez les rayons X et les rayons gamma, qui sont extrêmement énergétiques. Alors je dis qu'ils sont extrêmement énergétiques parce qu'on retrouve ici l'énergie par photon. Et vous voyez ici que vous avez des énergies, donc ça a été divisé par 10-19 joules. Vous avez 10-22 ici, de l'ordre de 10-19 joules ici pour un photon. Ça, c'est une énergie véhiculée par photon. Et là, vous avez 660 et plus. Donc vous avez l'énergie. Donc l'énergie augmente dans le même sens que la fréquence, parce que juste après, je vais vous rappeler que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc là aussi, il y a une information importante, c'est que qu'est-ce que c'est qui véhicule l'énergie d'une radiation électromagnétique? C'est le photon. C'est lui le porteur de l'énergie. Quand vous avez un rayonnement électromagnétique, une onde, en fait, c'est la manifestation ondulatoire des photons. Donc vous voyez ici, j'aime bien aussi cette représentation, parce que cette représentation-là, avec les couleurs, donc c'est un zoom sur la partie visible, vous avez la représentation sinusoïdale de l'onde, et qui illustre bien qu'une onde rouge a une longueur d'onde plus élevée, donc en termes sinusoïdal, vous avez une période plus élevée, que pour une onde bleue ou indigo ou cyan, enfin quoi, etc. Bon voilà, donc ça vous pouvez à loisir, enfin c'est aussi dans lumière et couleur, vous pouvez à loisir aller le réviser. Petit prérequis à réviser seul, on ne fait pas de test là, ça c'est pour vous. Vous pouvez tout seul aller chercher les bonnes réponses. Moi je vous ai mis quelques tests ici. Vous pouvez tout seul aller chercher les bonnes réponses sur internet. Donc moi je vais m'attarder plutôt sur le photon. Alors, le photon c'est quoi? Je vous ai dit, le photon c'est lui en fait qui véhicule l'énergie d'une radiation électromagnétique. C'est lui le porteur d'énergie. Et donc je vais l'utiliser, je vais pour l'instant le dire en termes simples. Donc l'énergie est portée par les photons. Je mets des guillemets à porter. Elle est véhiculée, elle est portée par les photons. Alors en fait, de façon un peu plus rigoureuse, de façon un peu plus physico-chimique, ce qu'on va dire, c'est que le photon, c'est ce qu'on appelle le quantum d'énergie associé aux ondes électromagnétiques. Le porteur de l'énergie, on appelle ça un quantum d'énergie. Donc dès qu'on parle d'une onde électromagnétique qui a un caractère ondulatoire, elle a aussi un caractère corpusculaire, particulaire, parce que ce sont les photons en fait qui sont associés à ces ondes-là. Donc ils présentent aussi des caractéristiques de particules élémentaires. Donc ça, vous avez à la fois onde, particules, vous avez ici cette dualité dont j'ai déjà parlé pour les électrons, mais c'est aussi vrai pour les photons. Alors qu'est-ce que c'est qui fait la différence entre un photon et un électron? Alors macroscopiquement, en termes de grandeur, de propriétés, c'est pas tout à fait pareil. Les propriétés principales, d'abord un électron est une particule chargée négativement alors qu'un photon est une particule non chargée. Un électron possède une masse, je vous avais dit la dernière fois de l'ordre de 10-31 kg, alors qu'un photon n'a pas de masse. C'est une particule de masse nulle. Un électron, je ne vais pas parler de la vitesse moyenne d'un électron. Dans un atome, la vitesse moyenne de l'électron, c'est de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc un électron, en moyenne, va moins vite qu'un photon, puisque le photon, lui, se déplace à la vitesse de la lumière, donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et un photon transporte un quantum d'énergie. Alors pourquoi on appelle ça un quantum d'énergie? Parce que l'énergie d'un photon est proportionnelle à une constante. Donc c'est un quantum d'énergie. Car l'énergie du photon est proportionnelle à une constante. Et cette constante, elle est donnée dans la relation dite de Planck et Einstein. Cette constante, c'est la constante de Planck.
Et H, c'est de l'ordre de 6,62, 10-34 joules seconde. Ce ne sont pas des joules par seconde, ce sont des joules seconde. Donc vous voyez que dans ce monde-là, ce monde des particules élémentaires, lorsqu'on raisonne à l'échelle d'une seule particule, 10-34, ça semble extrêmement faible. On aurait envie de dire sur une machine à calculer, 10-34 c'est 0, mais pas du tout. À l'échelle de une particule, de un photon, c'est important. Donc ça veut dire que l'énergie d'un photon est proportionnelle à une constante, et vous retrouvez ici nu la fréquence. Donc ça c'est une relation à connaître. E égale h nu. Donc cette relation de Planck-Einstein, alors d'abord ici, là, vous avez une petite... on trouve sur Internet des petits cartoons liés associés aux sciences, hein, souvent. Donc ici, ben voilà, c'est un petit truc qui se veut humoristique sur les problèmes d'identité du photon qui ici est en train de se propager. Donc le dessin représente à la fois la nature corpusculaire et ondulatoire du photon, qui est représenté un peu comme un super-héros avec sa cape. Et le dessin prend soin ici, si vous regardez de près, de montrer que la nature ondulatoire présente effectivement une composante électrique et une composante électrique et une composante magnétique. Là, vous avez les deux ondes superposées. Et il ne sait pas si... D'abord, est-ce qu'il est un photon, quelle est son énergie? Il ne sait pas quelle est son énergie, si c'est un photon énergétique ou pas. Et il ne sait pas s'il est seulement une particule ou une onde. Il n'a aucune idée de qui il est, le pauvre malheureux. Donc il a des problèmes d'identité. Donc c'est de l'humour de scientifique, on s'amuse comme on peut. Donc Planck-Einstein, vous avez ici les photos de Max Planck et Albert Einstein. Donc évidemment Einstein a une tête beaucoup plus populaire qui est vraiment rentrée maintenant dans la culture populaire. Ici, ce sont 2 prix Nobel. Parmi tous les prix Nobel que je vais vous présenter, en voilà 2. Qui ont participé à la naissance de la physique quantique. J'en parlerai plus tard de ça. Planck a eu le prix Nobel de physique en 1918, justement grâce au service qu'il a rendu à la physique et par sa découverte du quantum d'énergie, des quanta d'énergie. Donc vous avez ici sa constante. Et Albert Einstein, lui, a eu le prix de physique pour tout ce qu'il a fait en physique théorique en général, et particulièrement pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique qui est l'une des manifestations expérimentales du début du XXe siècle, qui a suscité la création de la physique quantique. C'était une manifestation expérimentale qui ne pouvait pas s'interpréter par la physique habituelle, la physique dite classique, ce qu'on appelle aujourd'hui la physique classique. Et donc Einstein a interprété cet effet photoélectrique, qui a été extrêmement important par la suite pour la création de la physique quantique et de ce qu'on peut appeler une révolution quantique. Donc c'est une révolution scientifique, hein. C'est une révolution pacifiste. Donc la révolution quantique, grosso modo, c'est à peu près entre les premières expériences et les premières observations expérimentales pour lesquelles aucune loi physique ne permettait de les interpréter, et puis la création de la théorie elle-même, c'est grosso modo fin du 19e. Ça s'est étendu, cette révolution, elle a duré un quart de siècle, fin du 19e jusqu'à peu près 1920, allez je vais mettre 1930, limite un peu supérieure. Voilà, donc c'est à peu près un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle, pour que cette révolution démarre et s'achève. Alors la physique quantique, c'est à côté de la physique classique, hein. Ça ne nous sert pas pour interpréter des observations, là, généralement à l'échelle macroscopique, en général, mais c'est une science qui résiste à toutes les observations expérimentales, y compris avec les appareils les plus modernes. Et vous entendez sûrement parler, peut-être vous avez récemment entendu parler d'expériences de téléportation quantique, vous entendez peut-être parler d'ordinateurs quantiques, donc il y a des nouvelles applications technologiques et scientifiques qui, même encore aujourd'hui, exploitent la complexité de ce monde quantique, de ces lois quantiques. Donc même si tout ça, ce ne sont que des prototypes, qui n'ont pas encore d'application grand public. Alors les applications grand public de la physique quantique, par exemple, c'est les lasers. Les lasers,
le principe du laser, c'est le fonctionnement d'un laser. C'est une conséquence de certaines propriétés qui sont des ondes, de la matière, qui sont des propriétés quantiques. La diffusion de l'information dans des fibres optiques, c'est aussi les conséquences, quelque part, un lointain rejeton de la connaissance des lois de la physique quantique. Donc des applications technologiques qui exploitent les lois de la physique quantique, il y en a plein. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, exploite aussi les lois de la physique quantique. Donc il y a des tas d'applications du quotidien qui exploitent ces lois-là. Et il y a de nouvelles applications en cours avec des choses encore plus surprenantes, comme justement la téléportation quantique, même si là, pour l'instant, c'est encore extrêmement fondamental. Donc, les conséquences de la révolution quantique pour ce qui nous intéresse à nous, c'est-à-dire la structure électronique des atomes, et en particulier, je vous rappelle qu'on est dans le paragraphe structure électronique de l'atome d'hydrogène, c'est la notion d'énergie et de densité électronique. Donc, le premier modèle issu de la physique quantique, l'un des tout premiers, c'est le modèle planétaire de Bohr, dont j'ai déjà parlé. C'est le modèle planétaire de Niels. Messieurs. Alors, généralement, je suis derrière mon bureau, mais si vous insistez, je vais venir vous parler de plus près pour vous demander de faire silence, et puis éventuellement, je vous virerai de l'amphi. Donc, le modèle planétaire de Niels Bohr, c'est une des premières propositions majeures de la physique quantique pour interpréter la structure électronique des atomes. Donc ici, je vous rappelle que vous avez le proton, ici vous avez l'électron, et je vous avais dit quelque chose de très important dans le modèle de Niels Bohr, c'est que, d'après le modèle de Bohr, l'électron, ça c'est l'atome d'hydrogène, le modèle planétaire de l'atome d'hydrogène, l'électron est caractérisé par un nombre entier, n égale 1. Alors la vision la plus moderne, c'est celle-ci, où vous avez toujours le proton qui est là, et on représente un électron comme étant un nuage électronique. Et ce nuage électronique représente une probabilité de présence. La signification de ce nuage électronique, c'est une probabilité de présence de l'électron. Donc ça ne veut pas dire que l'électron, je l'avais déjà dit, je pense la semaine dernière, est découpé en petits morceaux qui se dispersent comme vous brumiseriez une gouttelette d'eau, ça n'a rien à voir. C'est juste, ça montre la probabilité de présence. Donc la probabilité de présence est beaucoup plus forte près du noyau, près du proton, que plus loin du proton. C'est donc une probabilité de présence. Donc ça, c'est le modèle le plus pertinent, celui-ci, avec, cela dit, quelque chose qui caractérise ce nuage, c'est-à-dire que ce nuage est lui aussi caractérisé par petit n égale 1. Donc le modèle de Bohr, même s'il est aujourd'hui, on sait que l'électron ne présente pas une trajectoire circulaire, que ce n'est pas une orbite, malgré tout, il y avait cette notion de nombre quantique que l'on retrouve dans le modèle le plus moderne, celui qui correspond à l'application des lois de la physique quantique. On retrouve le fait que ce qui caractérise cet électron, c'est un nombre entier. Alors, il n'y a pas que lui qui caractérise l'électron. Après, je vous en donnerai d'autres. Mais ça, c'est toujours vrai. Il y avait un chimiste au début du XXe siècle qui s'appelait Solvay. Et Solvay avait organisé, justement, il avait vu c'est un physico-chimiste, il avait vu cette naissance de la physique quantique, et il avait organisé un congrès. Et il y a eu ce qu'on appelle le congrès de Solvay, qui a été régulièrement organisé pendant tout le premier quart du XXe siècle. Et là, en particulier, c'est le congrès de Solvay en 1927. On retrouve des tas de grands noms de la physique contemporaine et de la chimie contemporaine, mais surtout de la physique. Donc là, vous avez Max Planck, dont on a déjà vu la photo. Vous avez Marie Curie qui est ici. Vous avez Lorentz qui est là. Einstein, qu'on reconnaît assez vite. De Broglie, qui lui avait eu le prix Nobel, qui est un Français, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur la physique quantique aussi. Niels Bohr, dont le modèle planétaire est ici.
etc., etc. Schrödinger, qui est là. Donc Schrödinger qui a eu un rôle tout à fait majeur dans la naissance de la physique quantique, et en particulier qui a proposé une équation, l'équation qui permet de résoudre tous les problèmes normalement, qui permet de décrire n'importe quel problème de physique quantique, n'importe quel système quantique. Donc Schrödinger, qui a un air assez austère, là, si vous regardez des photos de plus près, il avait un air vraiment très austère avec ses petites lunettes cerclées. Et en fait, c'était un scientifique très prolifique, et c'était aussi un chaud lapin. Voilà, il était réputé pour avoir des tas d'aventures féminines. Et voilà, il avait sûrement besoin de faire exulter son corps, en plus de beaucoup réfléchir et d'avoir un intellect qui fonctionnait remarquablement bien. Donc d'autres noms, peut-être moins connus du grand public, Ehrenfest ici, qu'est-ce que je vois, Heisenberg qui est là, donc Léon Brillouin ici, Niels Bohr, j'en ai parlé, etc., etc. Les deux trois il s'est fait. Langevin lui-même. Langmuir, qui est ici, qui était physico-chimiste, qui a laissé pas mal aujourd'hui de théories, d'équations, de concepts extrêmement modernes. Bon, voilà. Donc voilà tout un tas. Bragg à qui on doit la diffraction des rayons X, l'étude des matériaux grâce aux rayons X. Il y a une loi de Bragg dans ce domaine. Donc, là, vous avez un nombre de cerveaux au mètre carré qui est absolument exceptionnel et beaucoup de jus de cerveau derrière. Hein. C'est vraiment des gens qui ont laissé énormément de choses dans leur immense majorité. Pauli aussi, Pauli qui est ici. Ils ont laissé énormément de choses dans la science contemporaine, à la science contemporaine. C'était assez exceptionnel cette période-là. Et c'est une telle concentration de scientifiques de si haut niveau, c'est vraiment exceptionnel. C'était une période vraiment extrêmement foisonnante au niveau scientifique. C'était tout à fait exceptionnel. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de s'attarder sur ces trucs-là? Pourquoi est-ce que ça fait des fois, surtout quand on commence à rentrer dans le détail, pourquoi est-ce que ça fait le cauchemar des étudiants depuis un certain nombre de décennies? Parce que, et en particulier les étudiants en chimie, parce que en fait, les électrons des atomes et des molécules sont des particules qui sont gouvernées par la physique quantique. Donc si on veut vraiment comprendre les propriétés de la matière dans leur intimité, et je vous ai déjà dit à un moment donné, rappelez-vous le glaçon que je vous avais dessiné, que je vous avais montré, il y a un lien étroit entre les propriétés de la matière à l'échelle atomique et moléculaire et les propriétés macroscopiques qu'on observe nous. Donc on est obligé d'en passer par là. Dès lors qu'on veut faire une chimie raisonnée, c'est vraiment un impératif. Donc les électrons des atomes et des molécules sont des particules gouvernées par la physique quantique. Leur énergie n'est pas continue, ça c'est une conséquence quantique, on a des niveaux d'énergie, donc ça on va retrouver cette notion de niveau d'énergie très, très vite. Et comme je l'ai dessiné ici avec ce nuage, dans le cas des électrons, on ne peut parler que de probabilité de présence des électrons. Ce modèle est faux, ici, il est sympa mais il est faux, puisqu'il n'existe pas de notion de trajectoire d'un électron. Je ne peux pas parler de vitesse instantanée d'un électron, je vais parler d'une vitesse moyenne des électrons, je n'ai pas de notion de trajectoire. Donc un électron, il n'y a pas de trajectoire. Dans ce nuage-là, je ne peux pas savoir si j'arrivais à détecter, je sais que l'électron a une certaine probabilité de présence à cet endroit, mais où sera-t-il l'instant juste après? J'en ai absolument aucune idée, rien ne le dit, on ne connaît que des probabilités. Donc toujours je suis dans structure électronique de l'atome d'hydrogène, n'oubliez pas, je parle de l'atome d'hydrogène, même si ce que je vais dire ici va être, beaucoup de choses que ce que je vais dire ici sont transférables aux autres atomes. Donc si je veux décrire la structure électronique de l'atome d'hydrogène, j'ai besoin de deux représentations indissociables, totalement indissociables. Donc ces deux représentations, vous les avez là. Tout d'abord, ce dont j'ai déjà parlé, la densité électronique autour du noyau, dans le cas de l'atome d'hydrogène, c'est une densité électronique qui est sphérique. Je vous montrerai après des cas de densité électronique qui ne sont absolument pas sphériques. Donc dans le cas de l'hydrogène, c'est sphérique. Ça représente une probabilité de présence de l'électron. Et l'autre représentation, c'est l'énergie de l'électron. Et je vous ai dit juste avant, je crois même que je l'ai souligné, que l'énergie des électrons, leur énergie, c'est leur énergie des électrons.
sous-entendu des électrons. Donc l'énergie n'est pas continue. L'énergie, on dit que l'énergie est discrète. On parle de discrétisation de l'énergie. Et dans le cas de l'atome d'hydrogène, donc ça, le petit point ici, c'est l'électron. On représente l'électron. L'électron occupe un niveau d'énergie. Donc lorsque H est dans son état fondamental, lorsque H est dans son état le plus stable, qu'on appelle l'état fondamental, l'électron occupe un état d'énergie stationnaire. L'électron occupe un état d'énergie stationnaire, et cet état d'énergie stationnaire est caractérisé par le nombre n égale 1. Et cette énergie, d'ailleurs, on peut la déterminer. Elle vaut moins 13,6 électronvolts. Donc ce trait ici, ce trait, c'est pour représenter l'énergie de l'électron, et ce trait horizontal, c'est là pour dire que c'est un état stationnaire d'énergie. Ça, c'est lorsque l'atome hydrogène est dans son état le plus stable. Après, s'il est dans un état moins stable, on en parlera. Vous avez déjà vu ça ou ici. La définition des deux, tout ça, les deux représentations indissociables, définissent ce qu'on appelle une orbitale atomique. Alors, ce n'est pas une orbite, c'est une orbitale. Donc, le mot orbital, c'est un hommage au modèle planétaire. C'est un hommage au modèle planétaire. Donc l'électron occupe une orbitale atomique, et à partir de maintenant, j'utiliserai souvent cet acronyme OA, orbitale atomique. Une orbitale atomique est définie par son énergie et par la forme, c'est-à-dire la forme du nuage électronique. Donc ici, cette orbitale atomique, qui a une densité électronique sphérique, cette orbitale atomique sera représentée, celle-ci, sera représentée par une sphère. Un nuage électronique. Dans le cas de l'hydrogène, le nuage est équivalent à une sphère. Parce qu'évidemment, là, moi, je fais une représentation en 2D, c'est une projection, mais vous êtes d'accord que l'électron, il peut être n'importe où autour du noyau, donc c'est une densité sphérique. C'est une sphère, et donc je le représenterai par un rond, comme ça. Donc dans le cas de l'hydrogène, le nuage est représenté par une sphère. Parce qu'évidemment, on a besoin de représenter la forme du nuage électronique. On ne va pas s'amuser sur un papier à dessiner des petits points comme ça. Ça va de soi. Donc on représente une sphère, mais on sait que ça représente en fait le nuage électronique. Alors maintenant, qu'est-ce que l'excitation de l'hydrogène? Je reviens à ces deux manifestations expérimentales, enfin ces deux observations plutôt, ces deux observations ici. Pourquoi est-ce qu'on observe de la lumière? Parce qu'il y a eu deux phénomènes. Donc qu'est-ce que l'excitation de H? Il y a eu deux phénomènes. Deux phénomènes successifs. Premier phénomène, il y a une excitation de l'électron du niveau fondamental qui est caractérisé par n égale 1 vers un niveau plus élevé. Et ce niveau plus élevé va être caractérisé par le même nombre quantique n, là je l'appelle n', supérieur ou égal à 2. Ce nombre est un nombre entier. Donc en fait, l'excitation conduit à une augmentation du nombre quantique principal de l'électron. Donc cette excitation, elle est faite soit par le champ électrique, le courant électrique, enfin oui, le courant électrique dans le cas de la lampe, soit par le courant électrique, soit par la lumière des étoiles. Donc soit par le courant électrique, soit par la lumière des étoiles. Donc l'électron
est excité du niveau fondamental vers un niveau excité. Et je vous ai dit que l'énergie d'un électron dans un atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. On dit qu'il y a discrétisation de l'énergie, ou en d'autres termes, l'énergie d'un électron ne varie pas. L'énergie d'un électron ne varie pas de façon continue. Elle ne varie pas de façon continue. Donc, lorsque l'électron va être excité, il est dans son état fondamental et il va aller vers un niveau plus haut en énergie. Et cette transition, ça ne peut s'accomplir que si l'énergie fournie est strictement égale à la différence d'énergie entre le niveau d'arrivée et le niveau de départ. En' moins E1. Ici, le n est égal à 1. Donc ça ne peut s'accomplir que si l'énergie fournie pour exciter l'électron est strictement égale à cette différence d'énergie-là. Si vous donnez une énergie plus faible que ça, ben, ça ne pourra pas sauter dans le niveau n', sauf s'il y avait un niveau intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment le truc important. Donc il faut que l'énergie... Alors en fait, vous envoyez en pratique une excitation. Cette excitation, qu'elle soit fournie par un courant électrique ou par la lumière des étoiles, cette excitation, finalement, ça revient à fournir de l'énergie. Et il faut que cette énergie ici soit strictement égale à En' moins E1. Donc peu importe sous quelle forme l'excitation est produite, mais il faut qu'elle ait une énergie très précise. Et là, pof, l'électron est excité. Ça, c'est la première étape. Mais ça n'explique pas encore l'émission de lumière. Simplement, on a donné l'énergie à l'électron, il se retrouve avec une énergie supérieure. Donc l'électron possède maintenant, ici, à cet endroit, l'électron possède une énergie supérieure à celle qu'il a dans le niveau n égale 1. Donc par rapport à l'énergie qu'il a dans n égale 1. Donc l'électron, lorsqu'il est dans n', il possède une énergie supérieure par rapport à celle qu'il a dans n égale 1. Généralement, donc là, je n'ai pas encore expliqué la lumière. Donc deuxièmement, généralement, l'état excité de l'électron est un état instable. Alors quand je dis état instable, ça ne veut pas dire que l'électron va se désintégrer, mais ça veut dire que l'électron va se désexciter rapidement. Désexciter rapidement, c'est-à-dire qu'il perd de l'énergie. Et le véhicule de l'énergie, le porteur de l'énergie, c'est un photon. D'où l'émission de lumière. C'est-à-dire que vous avez, je reprends mon niveau d'énergie ici, vous avez un niveau n', ici vous avez le niveau n égale 1. L'électron qui est ici, et l'électron va se désexciter. Et en se désexcitant, je vais le représenter comme ça, avec une onde. En se désexcitant, il perd de l'énergie. Il perd de l'énergie, cette énergie ici, et cette énergie, E, c'est l'énergie du photon, qui est émis. Et cette énergie, elle est égale à En' moins 1. Et on a vu la relation de Planck-Einstein. Donc cette énergie, je peux aussi l'exprimer en termes de longueur d'onde ou de fréquence. Donc cette énergie, elle est égale à h nu.
où nu c'est la fréquence du photon. Et puis on a dit aussi que nu c'est égal à c sur lambda. Donc je peux aussi exprimer l'énergie en fonction de la longueur d'onde du photon, hc sur lambda. Donc je peux l'exprimer aussi bien en termes de fréquence ou de longueur d'onde du photon émis. Donc vous avez une émission de photons. Donc émission de photons, le photon c'est en fonction de sa longueur d'onde, va avoir une certaine couleur ou il va être dans une certaine gamme de fréquences, UV, infrarouge, etc. Et donc on comprend pourquoi l'émission, la désexcitation d'un atome, ici en particulier de l'atome d'hydrogène, peut donner naissance à des couleurs. Tant que j'y suis, avec ces relations, vous y êtes? Ah, dans mon autre section, en fait, je leur ai dit parce que d'abord, il faut que vous appreniez à prendre des notes plus rapidement, y compris en TD, parce que vraiment, ça va pas assez, vous n'allez pas assez vite. Et ça ne me dérange pas dans l'amphi, si ça peut vous aider, ou ça ne me dérange pas de vous voir sortir vos smartphones pour photographier l'écran. Si vous voulez le faire, ça ne me pose aucun souci. Après, vous me dites, si je suis devant, vous me demandez de me pousser, mais aucun souci avec ça. Donc après, j'ai vu des smartphones sortir des vestes et des poches de pantalon. Après que j'ai dit ça, non, n'hésitez pas. Moi, ça me dérange absolument pas. La prise de notes, c'est quand même le mieux, parce que la prise de notes permet aussi, facilite l'apprentissage. Quand vous prenez une photo, ça facilite absolument rien. Effectivement, vous avez après, pour réviser après, c'est pratique. Mais la prise de notes, clairement, faire ce truc-là, écrire les choses, ça facilite l'apprentissage cognitif, ce que ne permet pas de faire un smartphone. Mais bon, si ça peut vous aider, plutôt que de ne pas prendre la moitié des notes de ce que j'écris, c'est quand même mieux que rien. Donc tant que j'y suis avec cette relation, je veux juste introduire une autre variable. Il existe donc une autre façon, une autre variable qui caractérise une onde, tant qu'on y est. C'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Donc le nombre d'ondes, on le note nu bar, et nu bar, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Nu bar, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc son unité, dans le système international, son unité, c'est le mètre moins 1. Alors nous, dans le domaine de la chimie, souvent, on travaille avec des nombres d'ondes en centimètres moins 1. Donc on n'est pas dans le système international. Mais dans le système international, c'est le mètre moins 1. Par conséquent, la relation de Planck-Einstein va s'écrire maintenant la relation complète. C'est H nu, HC sur lambda, ou encore HC nu bar. Voilà, donc là, on a fait le tour des principales constantes fondamentales. Alors, orbital atomique. Donc maintenant qu'on a un peu parlé de tout ça, on va faire un résumé dans un paragraphe dédié. Je vous ai dit, il y a deux représentations indissociables de l'électron. Deux représentations indissociables, son énergie et sa morphologie, sa forme. La forme du nuage électronique. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle une orbitale atomique. Donc, l'énergie de l'orbitale atomique pour l'atome d'hydrogène est donnée par cette expression. C'est une expression qui est à la fois, qu'on peut trouver expérimentalement grâce à l'étude du spectre d'émission d'un atome d'hydrogène et qu'on peut aussi obtenir par la résolution des lois de la physique quantique. Les deux donnent la même chose. Donc l'énergie d'une orbitale atomique dans l'atome d'hydrogène, n'oubliez pas que c'est l'atome d'hydrogène, et ceci n'est vrai que pour l'atome d'hydrogène. L'énergie est égale à moins hc RH divisé par n carré. H, on l'a déjà rencontré, c'est la constante de Planck. Donc ça, c'est la constante de Planck.
Petit c, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. REH, on ne l'a pas encore rencontré, c'est aussi une constante fondamentale. REH est une constante, fait partie des constantes fondamentales. Et c'est ce qu'on appelle la constante de Rydberg. Et la constante de Rydberg, vous avez sa valeur ici, 10 967 758 mètres moins 1. Vous n'avez pas à connaître ces valeurs par cœur, hein. On est d'accord. Par contre, vous avez à connaître cette relation, oui, et en particulier sa version simplifiée. Et petit n ici, je retrouve le nombre quantique principal, ce qui caractérise l'orbital atomique. Donc l'énergie est inversement proportionnelle au carré d'un nombre entier. Si on fait l'application numérique de multiplier h fois c fois RH, on va trouver, si vous faites l'application avec une machine à calculer, vous allez trouver 2,179 10-18. Alors l'unité, on va y réfléchir ensemble. J'ai fait HCH, donc j'ai fait des joules, seconde, mètre, seconde moins 1, mètre moins 1. Hein, quand je multiplie H fois C fois REH, ce que je fais là, c'est ce qu'on appelle l'équation aux dimensions. Donc vous avez les mètres qui se simplifient avec les mètres moins 1, les secondes qui se simplifient avec les secondes moins 1. Par conséquent, l'unité, ce sont les joules. L'unité, ce sont les joules. Alors 10-18, ça a l'air petit, je ne sais pas trop ce que ça vaut, j'ai du mal à le... Voilà, 10-18, bon. Et je vous ai déjà dit que le joule est inadapté à l'échelle atomique et qu'on travaillait en électron-volt. Donc pour convertir en électron-volt, je vous avais fait faire un petit test, vous vous rappelez, je voulais convertir des EV en joules, des joules en EV, etc. Donc si je veux convertir en électron-volt, on a déjà dit que 1 EV, c'est 1,602 10-19 joules, ou qu'encore 1 joule, c'est 1 EV divisé par 1,602 10-19. Donc si je divise par 1,602 10-19, on trouve, alors 13 598, je n'ai pas divisé précisément par 1,602 10-19, j'ai divisé par, j'ai mis beaucoup plus de chiffres significatifs dans mon opération, pour avoir la valeur la plus précise possible. Donc dans le document de TD, je vous rappelle que dans les dernières pages, la dernière ou l'avant-dernière, vous avez un tableau avec les valeurs les plus précises des constantes fondamentales. Donc j'ai divisé par 1,602 et toutes les décimales qui suivent, 10-19. Et ça donne 13,598 électronvolts. C'est-à-dire à peu près 13,6. Et donc cette valeur, je vais la reporter ici. Ça veut donc dire que l'énergie d'un atome d'une orbitale atomique, c'est moins 13,6 divisé par n au carré. Et ça, vous avez besoin de le savoir. Moins 13,6 divisé par n2, il faut que vous le sachiez. Oui. Et si on relie cette relation à celle d'Einstein, est-ce qu'on peut trouver la masse d'un atome d'hydrogène? Avec E égale MC2 ? Oui. C'est une bonne question. Je cherche un moyen expérimental de faire ça. Je ne crois pas que ça soit si évident que ça, parce que ça, ce n'est pas l'énergie de l'atome. C'est l'énergie de l'électron dans l'atome. Donc, alors après, si vous voulez, ce qui me permet, j'ai besoin pour... Alors, formellement, oui, parce que j'ai deux façons. Formellement, je dois pouvoir remonter à la masse de l'électron. Mais pour faire ça, il faut quoi? Pourquoi est-ce que je dois pouvoir le faire? Je dois pouvoir le faire parce que expérimentalement, on est capable de trouver cette relation.
en examinant, en analysant le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. C'est ce qui a été fait par Rydberg et Ritz, d'ailleurs. Pas exactement dérivé ça, mais Rydberg et Ritz ont trouvé une relation qui permet en fait de remonter, si on réfléchit un peu, à cette relation-là, juste en regardant le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Donc je peux avoir ça. Imaginons que je ne connaisse pas la masse de l'électron. Lorsque j'écris l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire que j'essaie de trouver cette solution en résolvant une équation mathématique, physique et mathématique, j'ai la masse de l'électron qui intervient dans l'équation de Schrödinger. Imaginons que je ne connaisse pas la masse de l'électron, du coup je ne vais pas être capable de trouver moins 13,6, c'est-à-dire que je vais trouver ici une constante K. Je vais trouver, en résolvant l'équation, moins K divisé par n carré, sans savoir ce qu'est K. Et je vais sûrement avoir ici ce K, parce qu'en fait dans la constante de Rydberg, ici j'ai la masse de l'électron et j'ai même la masse du proton en fait, oui. J'ai aussi la masse du proton qui est là-dedans. Ouais. Donc je vais trouver quelque chose, je vais trouver K. Connaissant K, je vais trouver ce qu'on appelle la masse réduite de l'électron et du proton. Donc je vais trouver, oui, la masse de l'électron et du proton, ce qu'on appelle la masse réduite de l'électron et du proton, effectivement. Mais du coup, je ne saurais pas distinguer les deux. Donc si je n'ai pas un moyen, parce qu'il me faut deux équations, deux inconnues, donc si je ne connais pas la masse soit de l'électron, soit du proton, je ne suis pas capable de distinguer les deux. Donc oui, je peux remonter à la masse réduite et exprimer K en fonction de ce qu'on appelle la masse réduite de l'atome, c'est-à-dire une espèce de petite fonction qui combine les deux masses. Ouais. Mais ça ne serait que parce que... Donc c'est pas en utilisant la relation d'Einstein, hein. C'est en utilisant l'équation de Schrödinger. Voilà, donc vous avez l'énergie qui est de la forme moins une constante divisée par n carré, et cette constante c'est 13,6. 13,598. Voilà. En électronvolts. Attention, hein, c'est en EV. Alors, maintenant on va faire un peu, je vais vous donner des recettes, hein, donc c'est chapeau lapin. Je vous donne des recettes parce qu'on ne peut pas facilement démontrer ce que je vais vous faire là. Donc, je vous demande d'admettre, et vous devez le savoir, c'est comme ça, je vous demande d'admettre les choses suivantes. On va parler de la forme et du nombre des orbitales atomiques. Et ça va être vrai. Cette relation ici, cette énergie et cette expression En égale moins K divisé par n carré, ça n'est vrai que pour l'atome d'hydrogène. Pour les autres atomes, ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas d'expression facile pour les autres atomes. Il n'y a pas d'expression. Donc ça n'est vrai que pour H. En revanche, ce que je vais dire ici, la forme et le nombre des OA, c'est vrai pour l'atome d'hydrogène, mais c'est transférable. Donc ce sont des notions et des définitions qui sont transférables à tous les atomes du tableau périodique. Petit n définit ce qu'on appelle une couche. Petit n définit le nombre quantique principal, définit une couche. Une couche est constituée de ce que j'ai écrit ici, n au carré orbital atomique. Donc ces notions et définitions sont transférables à tous les atomes. Donc ce que j'ai écrit ici, pour chaque niveau petit n, il existe n carré orbital atomique. Donc n définit ce qu'on appelle une couche, et une couche est constituée de n au carré orbital atomique. Chaque orbital atomique est caractérisé par trois nombres quantiques. Le nombre quantique principal, petit n, un deuxième nombre quantique qu'on note L. Donc j'ai fait exprès là d'utiliser un caractère cursif pour qu'on voit bien que c'est un L, parce qu'avec sinon ça serait une lettre qui ressemblerait à un I. Donc c'est un L on l'appelle le nombre quantique orbital ou secondaire. Et il y a un troisième nombre quantique qui est M indice L, qui est le nombre quantique magnétique. Donc chaque orbital est caractérisé par trois nombres quantiques. Et ces nombres quantiques prennent des valeurs bien précises.
Donc petit n d'abord, petit n varie. Il peut prendre n'importe quelle valeur entière, pardon. N prend n'importe quelle valeur entière entre 1 inclus et l'infini, plus l'infini. Ça, c'est petit n. Il peut prendre n'importe quelle valeur entière entre 1 et plus l'infini. Petit l prend n'importe quelle valeur entière, prend toute valeur entière, de 0 jusqu'à n-1 inclus. Donc petit l prend toute valeur entière de 0 jusqu'à n-1. Et ml prend toute valeur entière de moins L à plus L inclus. Donc c'est des recettes, je vais les appliquer là tout de suite, pour vous donner comment ça marche. Donc ce sont des recettes que vous avez à connaître. Et après je vais essayer de vous présenter petit à petit comment on se sert de ça et la relation avec les orbitales atomiques. Donc ça c'est mes recettes, donc c'est une règle du jeu, d'accord? C'est comme quand vous apprenez à jouer aux cartes, vous avez des règles du jeu, voilà, ou un jeu de société quelconque, vous avez une règle du jeu, c'est un jeu où on manipule des nombres et vous avez des définitions bien précises. Alors on va appliquer ça par exemple pour n égale 1 et puis pour n égale 2. Alors première application, petit n égale 1. Petit n égale 1. Donc on a dit que petit l prend n'importe quelle valeur entière de 0 jusqu'à n-1. Donc petit l vaut 0 et c'est fini, puisqu'n-1 c'est 0. Donc il y a une seule valeur possible de L qui vaut 0. Et lorsque L vaut 0, on a dit ML varie entre moins L et plus L par valeur entière. Et donc ML vaut 0. Ça c'est pour n égale 1. Je résume ça, 1, 0, 0. C'est-à-dire que ce que j'écris ici, c'est N, L, ML. Ça définit, ce sont les trois nombres quantiques qui définissent l'état le plus stable de l'atome d'hydrogène. D'accord? Donc c'est le niveau n égale 1, et ce niveau n égale 1 est caractérisé par ces trois nombres quantiques. Ça définit l'état le plus stable. n égale 2. n égale 2, c'est la deuxième sous-couche. C'est la deuxième couche, pardon. C'est la deuxième couche. La précédente étant la première. Alors, petit l, on peut avoir petit l égale à 0, puisque je vous rappelle que L varie de 0 jusqu'à n-1. Petit l égale à 0 et donc ml égale à 0. Donc ça me donne le jeu 2, 0, 0. Mais vous avez également où petit l égale 1, puisque L varie de 0 jusqu'à n-1. Et petit l égale 1, ça donne naissance à trois valeurs de ml. ml égale à, puisqu'on a dit ml varie entre moins L et plus L par valeur entière. Donc ml égale à moins 1, ou ml égale à 0, ou ml égale 1. Donc ça donne les jeux de valeurs 2, 1, moins 1, 2, 1, 0, et 2, 1, 1.
Et pour chaque valeur différente de ml, chaque valeur différente de ml, de L, pardon, chaque valeur différente de L, excusez-moi, définit une sous-couche. Une sous-couche. Chaque valeur différente de L définit une sous-couche. Donc on a ici deux sous-couches. Alors qu'ici, il y a une seule sous-couche. On a deux sous-couches. Et ça définit en tout, ça définit 4 orbitales atomiques. 4 orbitales atomiques, chaque orbitale atomique, donc 4 orbitales atomiques, chaque orbitale atomique étant définie par ça. Donc 4 orbitales atomiques, c'est bien 2 au carré. 4 orbitales atomiques, c'est bien 2 au carré. 2 au carré. Donc le fait de savoir faire, alors évidemment d'appliquer cette recette, me permet de trouver quelque chose ici d'important. Ces notions d'orbitales atomiques, ça me permet de dénombrer les orbitales atomiques. Pour chaque couche et chaque sous-couche. Ça me permet de dénombrer les orbitales atomiques. Alors on va essayer de reprendre toutes ces notions de façon un peu différente dans les diapos suivantes. Vous y êtes ? Alors on va parler maintenant de la forme et de la nomenclature des orbitales atomiques. Je vous ai présenté là maintenant la notion d'orbitale atomique. J'ai commencé à l'introduire avec des nombres entiers. Des nombres entiers. Et chaque orbitale atomique est définie par 3 nombres entiers. N, L, Ml. Donc forme et nomenclature des orbitales atomiques. Lorsque L est égal à 0, on va leur donner des noms à ces orbitales atomiques. On va parler de type d'orbital atomique, c'est-à-dire c'est le type de la sous-couche. C'est le type de la sous-couche. Donc lorsque petit l égale à 0, on dit qu'on a des orbitales atomiques de type S. Lorsque L égale 1, on a une orbitale atomique de type P, c'est un petit p, c'est un p minuscule, c'est que des lettres minuscules. Lorsque L égale 2, on dit qu'on a une orbitale atomique de type D. Lorsque L égale 3, on a une orbitale atomique de type F. Orbitale atomique de type G pour L égale 4, et etc. Après, ça prend l'ordre alphabétique, H, I, J, K, L, etc. Alors S, c'est des notations des spectroscopistes. Le S veut dire sharp, le P principal, je crois, le D diffuse, le F, je ne sais plus, fine, je sais plus. Et puis à partir du reste, c'est l'ordre alphabétique. Donc ça, c'est le type de la sous-couche. Donc après, on parlera, alors très vite après, on ne parlera plus des nombres quantiques, L, on parlera des types d'OA SPDF. Et dès le début du chapitre 3, on va être en plein plongée avec cette nomenclature-là. La forme des orbitales atomiques. Pour L égale à 0, le type S, quelqu'un aurait une bouteille d'eau pour... c'est qui tous? Vous ne pouvez pas demander de l'eau? Pitié, ayez pitié d'elle, donnez-lui une bouteille d'eau. Ou si vous voulez sortir vous rafraîchir, il n'y a pas de problème. Donc la forme des OA, on l'a déjà vu pour une orbitale S. C'est le nuage électronique pour l'atome d'hydrogène en son état fondamental. C'est une forme sphérique. Donc la forme des orbitales atomiques, dans le cas d'une orbitale S, c'est une sphère. Dans le cas d'une orbitale P, ça commence à être un peu plus particulier. C'est un double lobe. Faites ça proprement, c'est totalement symétrique. C'est un double lobe. Avec 2 signes différents, plus et moins. Alors peu importe si vous mettez le plus en haut, le moins en bas, le moins en haut, le plus en bas, je m'en fous, ça n'a aucune importance.
C'est un double lobe avec des signes différents. Ça, c'est juste, je vous montrerai après une petite simulation. C'est lié au caractère ondulatoire de la lumière. Quand vous avez une onde, elle peut monter et elle peut descendre. Donc là, vous avez ce double lobe qui représente finalement, en quelque sorte, la nature ondulatoire ici, avec une propriété de changement de signe de part et d'autre du noyau. Donc le noyau, il est là. Hein. Dans ces représentations, chaque fois, j'ai le noyau qui est au milieu. Je vais le faire en noir, peut-être. Le point ici, là, c'est le noyau. Donc ces orbitales sont centrées. Hein, c'est centré, c'est-à-dire que les orbitales sont centrées sur le noyau. Les orbitales D, elles ont une forme de trèfle à quatre feuilles. Alors faites-moi des jolis trèfles à quatre feuilles. Plus jolis que ce que je vais faire en moi. Non, c'est vraiment raté. Bon, je vais le faire comme je fais d'habitude. Hein. Faites des jolis trèfles à quatre feuilles. Ouais, c'est pas trop pourri. C'est trèfles à quatre feuilles avec les signes qui sont ici les mêmes. Voilà. Les plus l'un face à l'autre et les moins qui se font face. Donc ça, c'est le trèfle à quatre feuilles. Et cela, là, ça, c'est hors programme. Hein. Donc à nouveau, si je veux représenter le noyau, il est là au milieu. Donc ça, c'est la forme des OA, c'est la forme du nuage électronique. Hein. Je vous rappelle, c'est la forme, c'est équivalent à la forme du nuage électronique. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut réfléchir à des tas de propriétés en chimie, des propriétés de réactivité en particulier, des propriétés structurales et des tas de propriétés en chimie qui vraiment dépendent de la forme des orbitales. Et ça, on le touchera du doigt dans le chapitre 5 de ce cours, donc à la fin du semestre, lorsqu'on parlera des systèmes conjugués, des systèmes pi. Donc vraiment, c'est des choses qui sont extrêmement importantes en chimie. Donc si maintenant on regarde de plus près ces orbitales, c'est le transparent suivant. Si on regarde de plus près les orbitales, donc les premières orbitales de l'atome d'hydrogène, d'abord on a la couche n égale 1, donc là on est en train de mettre ensemble les notions qu'on vient de voir, et je vais donner quelques informations supplémentaires. Encore une fois, il y a Wikipédia, donc la version anglaise en tout cas que je suis allé voir, qui est plus riche que la version française. En tout cas l'an dernier quand j'étais allé le voir, elle était plus riche. Je ne sais pas si la version française a évolué. La page anglaise de Wikipédia sur le sujet est très bien faite. Et vraiment très très bien faite. Donc les premières orbitales atomiques de l'hydrogène, vous avez la couche n égale 1 qui est l'état fondamental de l'atome d'hydrogène. L'état fondamental, il y a une seule orbitale atomique qui est caractérisée par 1, 0, 0. Cette orbitale atomique, elle a une forme sphérique. Il y a une seule sous-couche et une seule orbitale atomique dans la sous-couche, elle a une forme sphérique. Alors on va la représenter par une sphère ici. Et représentée par une sphère. Et cette sphère, en fait, en pratique, son rayon dépend de l'extension spatiale du nuage électronique. Donc le rayon est lié à l'extension spatiale du nuage électronique. Alors, plus précisément, parce qu'un nuage électronique, la probabilité pour qu'un électron soit à l'infini, elle n'est pas nulle. Donc normalement, un nuage électronique, il va jusqu'à l'infini. Donc en fait, l'extension spatiale, la sphère bleue qui est là, elle est telle, sa limite, son rayon est tel que 90% du nuage électronique est à l'intérieur de la sphère, en termes de probabilité. Donc on a 90% de chances de trouver l'électron à l'intérieur de la sphère. Donc ça donne le rayon de la sphère. Et cette orbitale, elle a une énergie. Et cette énergie, c'est moins 13,6 électronvolts. Alors j'aime bien ces petites représentations
ici qu'on trouve sur... D'ailleurs, c'est sur Wikipédia. Hein. C'est les concepteurs de la page de Wikipédia qui ont fait ces simulations. Ça, c'est une autre façon de voir la... Ça représente l'aspect ondulatoire de l'électron de l'atome d'hydrogène, de l'électron fondamental. Donc ici, vous avez... je vous montrerai après l'orbital P, vous comprendrez peut-être la différence. Ça représente ce caractère ondulatoire. Le noyau est au milieu, là. Le noyau, il est là. Voilà. Donc quand vous avez un électron, il a à la fois une nature particulière, il a une propriété probabiliste, d'accord ? Et si parce que c'est très compliqué de représenter, je suis obligé d'avoir plein de représentations à la fois pour essayer d'avoir une image. Et il a aussi ce caractère ondulatoire-là. Donc une façon de représenter ce caractère ondulatoire, c'est cette représentation de type tam-tam, là. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la représentation ondulatoire. Cette orbitale-là, caractérisée par n égale 1, L égale à 0, c'est ce qu'on appelle l'orbitale, je ne sais pas pourquoi j'ai changé de couleur, c'est ce qu'on appelle l'orbitale atomique 1s. Et donc pourquoi S? C'est S parce que L égale à 0. Et pourquoi 1? C'est 1 parce que n égale 1. Donc ça, c'est l'orbitale atomique 1s. Maintenant, on va regarder la couche n égale 2. Couche n égale 2. Qu'est-ce qu'on a dit pour la couche n égale 2? Si je reprends tous les nombres quantiques qu'on a dérivés tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 2, 0, 0. Plutôt, je vais l'écrire dessous. Donc, j'ai fait ici 4 dessins. Vous avez la sous-couche S avec 2, 0, 0. Pourquoi sous-couche S? Parce que petit l égale à 0. Et ensuite, vous avez la sous-couche P. On a dit qu'il y a 3 fonctions. 2, 1, moins 1. 2, 1, 0. Et 2, 1, 1. 3 fonctions. Pourquoi P? P parce que L égale 1. Et on appelle ces orbitales, ça ce sont les orbitales atomiques. Ici, vous avez une orbitale atomique 2s. Et là, vous avez 3 orbitales atomiques 2p. Donc encore une fois, 2s, 2p, s et p, c'est à cause du nombre quantique secondaire petit l. Et pourquoi 2? Parce que petit n égale à 2. Et pourquoi 3 ici? Ou pourquoi 1? Parce qu'il y a une seule valeur de ml, et ici, il y a 3 valeurs de ml. Ces 3 orbitales sont caractérisées toutes par n égale 2, et donc leur énergie, c'est l'énergie E2, qui est égale à moins 13,6 divisé par 4, c'est-à-dire moins 3,4 électronvolts. Et toutes ces orbitales ont toutes exactement la même énergie. Donc vous avez les 4 orbitales atomiques de la deuxième couche ont la même énergie. Les 4 orbitales atomiques de la deuxième couche ont la même énergie. Ces orbitales-là ont une forme de double lobe. Elles sont toutes les 3 perpendiculaires les unes aux autres. Vous en avez une qui pointe à la verticale, une à l'horizontale et une qui vient vers nous. Elles sont orientées suivant les axes du repère cartésien x, y, z. Et ça veut dire que si un électron occupe... Donc ça, c'est si un électron occupe une orbitale P, si un électron
occupe une orbitale atomique P, ben, la représentation du nuage électronique d'une orbitale atomique de P aurait cette tête. Donc ça, c'est dans le cas où une orbitale atomique est occupée par un ou deux électrons. Ça a cette tête-là. Donc pour une orbitale atomique S, le nuage électronique, il a une forme sphérique avec une équiprobabilité de trouver la particule dans toutes les directions de l'espace. Bon, le terme scientifique, le terme exact, c'est une probabilité isotrope dans toutes les directions. Et là, c'est anisotrope, c'est-à-dire que ce n'est pas équivalent. Donc vous avez ici une probabilité, par exemple pour cette orbitale-là, hein, c'est la représentation de cette orbitale ici. Donc pour cette orbitale-là, vous avez une probabilité accrue dans la direction verticale, d'accord, avec ici cette zone intermédiaire. Donc le noyau, encore une fois, je vous rappelle que le noyau, il est ici. Ça, c'est le noyau, c'est le proton. D'accord. Donc vous avez une équiprobabilité de trouver l'électron au-dessus, selon l'axe Z ici, dans cette portion-là de l'espace et dans cette portion-là. Et là, la probabilité au milieu, elle vaut 0 d'ailleurs, accessoirement. Voilà, donc ça a une forme très particulière, ça veut dire que les propriétés, comme les propriétés de la matière sont gouvernées par les électrons, ça va donner ici des propriétés très différentes par rapport à un électron S. Après, on va regarder un petit peu ce que donne. Pourquoi est-ce qu'il y a deux signes différents dans l'orbitale? On peut le comprendre en regardant cette vision ondulatoire. Tout à l'heure, l'électron S, c'était une onde qui faisait ça comme ça, là, vers le haut, vers le bas. Alors que là, pour un électron dans une orbitale P, en termes ondulatoires, on voit bien cette notion, d'accord, où j'ai deux parties. Hein, mon onde, elle présente d'ailleurs un plan nodal, enfin elle change de signe de part et d'autre du noyau, elle change de signe, et vous voyez ici que le signe relatif n'a aucune importance, parce qu'à un moment donné, l'onde à gauche est en haut, l'onde à gauche est en bas, l'onde à droite est en haut, et puis après ça change. Hein, donc quand moi je mets plus moins en haut, le plus en haut, le moins en bas, c'est pareil que de mettre le moins en haut, le plus en bas. Hein, ça fait ça. Donc le signe relatif, on s'en fout. Et ça, c'est la représentation ondulatoire d'un électron dans une orbitale de type P. Dessous, il y a la couche n égale 3. Il y a, alors, n égale 3. On s'attend à trouver n carré orbital atomique. Donc 9. J'en ai bien 9. 3, 4, et là 5 orbitales D. Donc vous avez trois sous-couches. La sous-couche S, la sous-couche P et la sous-couche D. Une orbitale dans la sous-couche S, 3 dans la sous-couche P, 5 dans la sous-couche D. Toutes ces orbitales D ont une forme de trèfle à 4 feuilles, sauf celle-là, qui est un peu particulière. Et vous avez bien celle-ci qui a une forme de trèfle à 4 feuilles. Celle-là aussi, regardez bien, vous avez les lobes derrière qui changent de signe. C'est cette orbitale-là, d'accord, qui est tournée de 90 degrés. Elle est dans ce sens. Après, là, vous l'avez comme ça. Et là, vous l'avez comme ça, mais un peu décalée. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, et l'autre, elle est décalée de 45 degrés. Regardez bien, elles ont toutes des formes de trèfle à 4 feuilles. Donc voilà, c'est n carré, orbitale atomique. Ça sort d'où? Le fait qu'il y en a 9, et le fait qu'il y en a une dans la sous-couche S, 3 dans la sous-couche P et 5 dans la sous-couche D. Ben, ça sort de la déclinaison des nombres quantiques N, L, ML. Et c'est ce que je vais vous proposer sur le transparent suivant. On va vérifier d'où ça sort. Alors encore une fois, on vérifie, non pas parce que... enfin, on va vérifier parce qu'on applique les recettes que je vous ai données. Voilà. Donc on a petit n qui est égal à 3. Ça veut donc dire que petit l peut être égal à 0. L varie de 0 à n-1. Ou petit l égale 1, ou petit l égale 2. Petit l égale à 0, c'est-à-dire c'est la sous-couche S. Petit l égale 1, c'est du P. Petit l égale 2, c'est du D. Hein, je vous rappelle que L varie de 0 jusqu'à n-1. Et à côté, je vais écrire ML qui varie par valeur entière de moins L
jusqu'à plus L. Petit l égale à 0, c'est donc ml égale à 0. Petit l égale 1, il y a donc trois valeurs de ml qui sont moins 1. Je vais m'éviter d'écrire ml à chaque fois. ml vaut moins 1, 0 ou 1. Et petit l égale 2, ça me fait ml qui vaut moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Le nombre de valeurs de ml me donne le nombre d'OA. Donc ici, ça fait une orbitale atomique, ça fait 3 orbitales atomiques, et ça me fait bien 5 orbitales atomiques. Donc je comprends pourquoi j'ai bien 9... Enfin, je comprends. Grâce à ces petites recettes, je comprends pourquoi j'ai 9 orbitales. Ces 9 orbitales ont toutes la même énergie E3 qui est égale à moins 13,6 divisé par 9, c'est-à-dire moins 1,51 électronvolts. Et j'ai 9 niveaux. 9 niveaux d'énergie. Donc les 9 orbitales atomiques de la troisième couche ont la même énergie. Les 9 OA ont la même énergie de H. Alors les 9 OA, 3D, pardon. C'est les 3D, ça. Les 9 OA, pardon, N égale 3. Correspondant à n égale 3 de H, donc de la troisième couche, ont la même énergie. Bien, moins 1,51 électronvolts. Donc ça, c'est des choses que vous remanipulerez, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a une notion importante aussi, c'est la notion de ionisation. En chimie, on verra dans le tableau périodique, les éléments ont ce qu'on appelle une propriété qu'on appelle l'électronégativité. En fonction de leur électronégativité, ils ont éventuellement la possibilité de piquer des électrons à leurs voisins. Donc ils peuvent se retrouver chargés. Donc il y a la notion d'ion en chimie, c'est absolument important. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la conductimétrie, il y a la spectro de masse, où on peut charger les espèces en leur arrachant des électrons. Donc l'ionisation, c'est-à-dire la propriété, le phénomène qui consiste à arracher un électron, voire plusieurs électrons, à un atome ou à une molécule, c'est un phénomène important en chimie. Donc l'ionisation de l'atome d'hydrogène, ça va être quoi? C'est H donne H plus un électron. Cet électron, ça va être un électron qui est un électron libre. Pour pouvoir faire ça, il faut, alors je vais vous l'écrire de deux façons, il faut pouvoir donner une énergie. Il faut fournir à l'atome une énergie qu'on appelle l'énergie de première ionisation. Donc soit on l'écrit avec donc EI1, c'est ce qu'on appelle l'énergie de première ionisation. Je vais le dicter, c'est la plus petite énergie qu'il faut fournir, l'énergie de première ionisation, est la plus petite énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome ou à une molécule. L'énergie de première ionisation est la plus petite énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome ou à une molécule. C'est la plus petite énergie qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome ou à une molécule. Je peux aussi écrire l'équation comme ça, EI1 plus H donne H plus électron. Donc on fournit de l'énergie à l'atome d'hydrogène pour obtenir H plus électron. D'un point de vue énergétique, on dit que cet électron, il a été envoyé, cet électron, il est libre. Libre, c'est-à-dire, en quelque sorte, je mets des guillemets, il est envoyé à l'infini.
à l'infini par rapport au noyau. Il est envoyé à l'infini par rapport au noyau. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans un état d'énergie E infini. Et E infini, c'est moins 13,6 divisé par n au carré. Et l'inverse de l'infini, ça tend vers 0. Donc E infini tend vers 0. Donc si je fais maintenant un diagramme énergétique, pour résumer ce que j'ai dit là, on a donc l'atome d'hydrogène en son état fondamental ici, avec son électron qui a moins 13,6 électronvolts. Et on a ici E infini, qui est à 0, que je représente par un trait continu, comme ça. Et ici, j'ai H+, plus électrons. Donc le fait d'avoir fourni l'énergie de première ionisation qui correspond à ça, EI1, a permis d'obtenir l'atome d'hydrogène, le cation hydrogène. Et donc l'énergie de première ionisation, vous voyez que c'est E infini moins, donc le niveau d'arrivée moins le niveau de départ. Et c'est donc 13,6 électronvolts. Donc 13,6, c'est l'énergie de première ionisation de l'atome d'hydrogène. C'est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Donc l'énergie d'ionisation de H est égale à 13,6 électronvolts. Je vous prends 2 minutes de plus. L'énergie d'ionisation de H est égale à 13,6 électronvolts. Je vous prends 2 minutes pour vous dire que la semaine prochaine, on vérifiera qu'on a bien compris ces notions-là. Je vous montrerai une simulation, qu'est-ce qu'on appelle l'expérience Stern et Gerlach, mais je vous dis 2 mots là-dessus. L'électron, donc ça c'est pour que les TD puissent avancer dans de bonnes conditions. L'électron d'un atome est caractérisé par un 4e nombre quantique, est caractérisé par un 4e nombre quantique qu'on note MS, qui est le nombre quantique magnétique de spin, qui est le nombre quantique magnétique de spin. Et ce nombre MS peut prendre 2 valeurs, soit plus 1,5 ou MS égale moins 1,5. Lorsqu'il vaut plus 1,5, on dit que l'électron est dans un état de spin alpha, et lorsqu'il vaut moins 1,5, on dit que l'électron est dans un état de spin bêta. Et en fait, ce moment de spin, si on se rappelle du modèle orbital, du modèle planétaire, on a dit que dans le vieux modèle, mais c'est toujours bien d'avoir des images classiques, un électron tourne autour du noyau. La réalité est plus complexe que ça. Mais le fait qu'il tourne autour du noyau, ça donne naissance au nombre quantique petit l et au nombre quantique ml, en réalité, en physique quantique. Mais l'électron, c'est aussi une sphère chargée. Et le spin, c'est lié, pourquoi j'ai dessiné une toupie ici, pourquoi j'ai mis une photo de toupie, parce que c'est lié au mouvement de rotation de l'électron sur lui-même. Donc vous avez ce qu'on appelle un moment cinétique, qui correspond à la rotation de l'électron sur lui-même. Et donc si on veut totalement caractériser un électron dans un atome, je dois pouvoir dire dans quelle orbitale atomique il est et quel est son spin. Donc le spin, c'est une notion absolument importante. Et le spin a été démontré, son existence a été démontrée grâce à l'expérience Stern et Gerlach, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on reprendra quelques-unes des notions que je vous ai présentées ici avec des boîtiers clics pour faire des tests, et le spin, et on abordera le tableau périodique et les propriétés de périodicité dans le tableau périodique. Voilà, bonne fin de journée, bon week-end. Question.
un truc avant de planter.